tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Politique avec moi. Ce soir, Maurice Fergan, Daniel Haïg, Dror Even Sapir. Merci à vous, messieurs, d'être sur le plateau de Politique. Plein de choses à se dire ce soir. C'est parti. Alors parfois, vous les connaissez, les hommes, les femmes politiques font dans la dentelle, dans des messages allusifs, et parfois pas du tout. Et parfois, il y a Donald Trump, qui n'est pas réputé pour travailler à Calais, dans la dentelle. Oui, non? Vous l'avez la référence? Non, bon, c'est pas grave. Bah, pour le coup, il remet le couvert avec un deuxième message après celui qu'il a diffusé jeudi, appelant à cesser les procès contre Netanyahou. C'est Daniel qui s'y colle. Et oui, effectivement, les messages de Donald Trump en faveur de l'annulation du procès de Benyamin Netanyahou tournent à l'obsession. Mais ils sont loin d'être anodins. Ils sont d'abord le reflet, on va dire, d'une communion de destin entre les deux leaders, Netanyahou et Trump, qui se considèrent tous deux comme les victimes d'un deep state judiciaire qui, selon eux, met tout en œuvre pour les empêcher de gouverner. Ils sont aussi l'expression d'une coordination étroite entre les deux hommes. Trump aime les vainqueurs, il l'a dit, et en particulier ceux qui usent de la puissance pour vaincre. Exactement comme Benyamin Netanyahou. Mais au-delà, en s'exprimant ainsi et par deux fois en faveur du Premier ministre ces derniers jours, Donald Trump a sorti le procès du Premier ministre de la voie de garage dans laquelle il se dirigeait lentement. Et il a mis le doigt sur l'absurdité de la situation dans laquelle son ami Bibi se retrouve actuellement. D'une certaine manière, Trump nous a mis un miroir devant les yeux afin que nous puissions voir à quel point nous sommes nous-mêmes ridicules. Jugez plutôt, il s'est avéré qu'alors que Netanyahou répondait d'un côté aux questions du procureur de l'État sur la taille de la poupée Bugs Bunny que le producteur hollywoodien Arnon Milchan avait offert il y a 29 ans à son fils, et bien de l'autre côté, il était en train de préparer l'opération Éveil du Lion et de planifier l'envoi de 200 avions de chasse vers Téhéran. Cette incohérence aiguë n'a certainement pas échappé au président Trump. Alors, une fois de plus, merci Monsieur le Président. Quelques jours après avoir bombardé Fordow, vous nous avez rappelé l'absurdité du spectacle qui s'offre à nous depuis maintenant plus de 5 ans au tribunal de district. Vous nous avez rappelé que dans un État en guerre, il n'est pas concevable qu'un Premier ministre passe son temps devant un tribunal pour des accusations plus ou moins floues. C'est vrai, du point de vue du droit, votre intervention est déplacée et s'apparente à de l'ingérence. Mais ce ne serait pas la première fois. Votre prédécesseur Joe Biden ne s'était pas gêné pour se positionner aux côtés de l'opposition israélienne contre la réforme judiciaire. Alors c'est vrai, Monsieur le Président, votre démarche n'a que peu de chances d'aboutir. Ni l'annulation du procès, ni l'amnistie ne sont envisageables. Et puis, Monsieur le Président, vous ne savez pas à quel point certains pans de la justice israélienne sont gangrénés par la haine viscérale qu'il voue à votre copain Bibi. Leur renoncement serait une défaite bien plus cuisante que celle que vous venez d'infliger aux Iraniens. Alors, Monsieur le Président, en jetant ce pavé dans la mare, vous avez peut-être obligé le lion d'Israël à se réveiller aussi dans le secteur judiciaire et vous l'avez poussé à chercher une solution qui sort des sentiers battus pour mettre enfin un terme à cette incroyable saga qui consiste à traiter l'artisan d'une victoire sans précédent comme un vulgaire délinquant. Merci Daniel pour ces propos. Une réaction, Maurice? Écoutez, en réaction, je voudrais d'abord dénoncer l'attitude de l'opposition israélienne et des grands ténors de l'opposition israélienne qui n'arrêtent pas de clamer partout que c'est Benyamin Netanyahou qui a dicté ses postes à Donald Trump. Ça me paraît totalement extravagant, vu qu'en plus, il n'y a aucune preuve. Ils sont incapables de nous dire quelles sont les preuves. Il dit simplement, j'ai le sentiment, nous avons le sentiment que. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en contradiction totale avec une autre critique de l'opposition, que je viens de lire d'ailleurs dans le quotidien Haaretz, qui laisse entendre que finalement, ce que fait Benyamin Netanyahou est totalement anti-patriotique, parce qu'au lieu de demander à Donald Trump de rester à sa place et de préserver la souveraineté israélienne, il le remercie. Je veux dire, alors, où c'est Donald Trump qui a lui-même écrit ses postes et donc il a pris l'initiative, ou c'est Benyamin Netanyahou qui a dicté ses postes à Donald Trump et en vérité la souveraineté israélienne elle existe bien puisque c'est Benyamin Netanyahou qui dirige les États-Unis. Sarah avait dit qu'il en aurait été capable s'il avait été aux États-Unis. Dror, une réaction aussi à ces mots de Donald Trump qui dit c'est en train d'influencer les négociations avec l'Iran et sur Gaza, sur la libération des otages. Non mais est-ce
que cela signifie que la libération des otages dépend de la poursuite du procès de Netanyahou? Si c'est le cas, c'est un scandale sans nom. C'est un scandale sans nom. Deuxièmement, est-ce que ce que l'on vient de dire ne montre-t-il pas que quelque part Israël est le 51e État des États-Unis? Il y a quelque temps, il y avait des avions de chasse, il y avait des dizaines d'avions de chasse israéliens qui se dirigeaient vers de nouvelles cibles en Iran. Coup de fil de Trump, non, faites ramener les pilotes immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Trump, c'est le ministre israélien de la Défense, c'est le ministre israélien de la Justice, c'est le procureur général, c'est lui qui décide si ou non un Premier ministre doit être de l'État d'Israël, doit être jugé. Où va-t-on? C'est quand même le seul président des États-Unis qui a osé lancer ses avions dans une offensive contre des cibles qui ne sont pas liées aux États-Unis directement. Daniel, on doit lui être reconnaissant, c'est incontestable. Il ne faut pas oublier. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Nous sommes un État souverain. Le sionisme, c'est la souveraineté du peuple juif sur sa terre, c'est pas la souveraineté des Américains sur le peuple juif. Alors que répond-on droit ? Quelle que soit l'amitié du président. Et puis un mot, lorsque tu dis à plusieurs reprises, Daniel, que c'est ridicule ce procès. Oui. Qui a dit qu'il était tout à fait capable d'être à la fois Premier ministre de l'État d'Israël, et c'est un des jobs les plus compliqués au monde, on est d'accord, et défendre son innocence devant les juges du tribunal de Jérusalem. Eh bien, c'est Benyamin Netanyahou lui-même qui l'a dit devant la Cour suprême. Alors, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Il l'a dit, et d'ailleurs il le fait. La preuve, c'est qu'il a réussi à concilier les deux. Mais de notre côté, avoue que c'est quand même stupéfiant. Avoue que c'est stupéfiant. Je réponds à ton argument sur l'aspect ridicule de la chose. Mais c'est ridicule. On ne peut pas demander à Netanyahou d'être à la fois au four et au moulin. Et c'est ce que dit Trump d'ailleurs. Cela dit, et puis dernière chose pour répondre à Maurice, les arguments de Trump dans ses différents messages qui, tout de même, dénotaient d'une connaissance, mais jusqu'au moindre détail, du procès de Netanyahou. C'est un peu comme Joe Biden quand il connaissait tous les secrets de Yair Lapid. C'est un peu la même chose. Et puis j'ai pas terminé, parce que la comparaison avec Biden, qui était contre la poursuite la réforme judiciaire, oui, Biden était contre la réforme judiciaire. Mais ce qu'il a dit, il faut absolument que la réforme judiciaire soit annulée. Comme le dit aujourd'hui Trump, il faut absolument que le procès de Netanyahou soit annulé. C'était son intention, oui, bien sûr. Oui, c'était son intention. Il n'a pas utilisé, il n'a pas conditionné un éventuel accord ou laissé entendre qu'un éventuel accord diplomatique important dépendrait de la poursuite ou non de tel ou tel procès ou de telle ou telle réforme. Allez, on chipote un peu. Maurice ? Moi, j'avoue que je ne maîtrise pas tout à fait les termes du débat, là, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je me dis, si finalement on a un nouveau Moyen-Orient à terme et dans les 15 prochains jours, comme l'a dit Donald Trump, à la limite, pourquoi pas? Parce que ce procès, effectivement, on en a encore pour 4 ou 5 ans. Deuxièmement, le paragraphe de corruption a pratiquement déjà été mis de côté. Il reste que abus de confiance. Et concernant l'abus de confiance, la Knesset déjà pose des questions sur ce chapitre qui semble totalement exagéré. Il y a des juristes et des plus grands juristes en Israël qui disent que non seulement ça ne tient pas debout. Même Aaron Barak. Aaron Barak. Laissons Maurice terminer. Non seulement l'abus de confiance ne tient pas debout, mais en plus il veut créer jurisprudence, c'est-à-dire il y aurait abus de confiance pour avoir obtenu une couverture de presse qui est totalement absurde et irrecevable. Ça, c'est l'un des dossiers. Sur le dossier 1000, il y a effectivement des soupçons étayés. J'ai pas parlé du 1000. Oui, mais moi j'en parle. C'est le dossier le plus solide. Et là, Netanyahou risque gros. Et tout ce dont on vient de parler se produit. Mais c'est bien évidemment une coïncidence, une grande coïncidence. C'est un hasard. Les planètes se sont alignées justement au moment où le contre-interrogatoire de Benyamin Netanyahou, dont l'aspect le plus délicat pour le Premier ministre, vient de commencer. Mais c'est une coïncidence, bien évidemment. Allez, on va continuer avec la politique israélienne, puisque c'est toujours ce qui nous agite et nous anime. Grâce à Dieu, in God we trust, Dieu est mon droit, des maximes reprises par les hommes politiques, qu'ils soient britanniques, américains, israéliens, et que Maurice a décidé ce soir de décortiquer. Parce que parfois, ces mêmes maximes, Maurice, ne sont pas reprises par des hommes politiques, pas non plus par le peuple, mais, pire encore,
Par des journalistes. Par des journalistes, et notamment... On va en écouter certains. Oui, j'ai regardé la chaîne 13. Je regarde toutes les chaînes, mais lundi dernier, j'ai vu l'émission Berko et Moria sur la chaîne 13, et j'ai vu ce passage totalement stupéfiant, un débat sur faut-il dire avec l'aide de Dieu ou ne pas dire avec l'aide de Dieu. On regarde. Et avant de regarder, je voudrais quand même vous dire une chose. On a dû réduire ce passage parce qu'on n'a pas pu tout diffuser, mais vous allez voir, ces 15 secondes sont absolument parlantes. Écoutez bien, ça va vite. Tu as un problème avec l'aide de Dieu? Non, j'ai un problème avec le fait qu'il commence maintenant toute conférence de presse avec l'aide de Dieu. C'est nouveau? Il est le Premier ministre de l'État juif. Où est le problème? C'est nouveau. Il n'avait jamais commencé par avec l'aide de Dieu. Ça fait longtemps qu'il dit avec l'aide de Dieu. C'est ça qui te gêne? Bien sûr. Voilà. Berko qui reproche à Moria d'avoir dit avec l'aide de Dieu. Ce qui gêne beaucoup Berko, c'est qu'avec l'aide de Dieu, pour lui, c'est l'électorat de Benjamin Netanyahou, ce qu'il appelle ses potes, et donc Benjamin Netanyahou s'adresse à son électorat. Ça le gêne beaucoup parce qu'il prétend que Benjamin Netanyahou a dit nous sommes en guerre, on ne fait pas de politique, et c'est le seul qui fait de la politique puisqu'il s'adresse à son électorat. Faut dire que c'est rigolo de faire de la politique pour un homme politique. Oui, bon, mais je veux dire, c'est comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils finissent par s'accorder sur le fait que finalement, ceux qui disent avec l'aide de Dieu, ce sont les bibistes, les pro-Netanyahou. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il fait de la politique puisqu'il s'adresse à son électorat. Maintenant, moi, ça m'a fait penser à un ouvrage que je viens de lire qui est absolument passionnant. Je demande à tout le monde, tous les hébraïsants, de lire ce livre qui s'appelle Yahadout israélite, voilà. Comment vous le traduiriez? Judaïsme israélien en un mot. Et ce qui est intéressant, c'est le sous-titre, c'est la révolution culturelle en Israël. Parce que ce que vous venez de voir, c'est précisément l'expression de la révolution culturelle qui a lieu en Israël, et je vais vous dire pourquoi. Parce que Berko représente, dans son point de vue d'Israélien athée, totalement universaliste, il représente 13% de la population selon le sondage établi par ces deux sociologues, Shmuel Rosner et Camille Fox. Par contre, Moria, avec l'aide de Dieu, représente presque 55% de la population israélienne, ce qu'on appelle les juifs israéliens, ou moi ce que j'appelle plutôt les traditionalistes. Et le problème, c'est que le débat en Israël est totalement monopolisé par les orthodoxes, les vrais juifs, ceux qui ne sont pas vraiment nationalistes et pas vraiment traditionalistes, mais orthodoxes, entre les orthodoxes et les universalistes, les Berko et les Ariel Léry, par exemple. Et c'est rare que ces traditionalistes aient la parole. Et c'est rare qu'on entende cette expression de cette révolution culturelle. Plus de la moitié de la population israélienne, finalement, est favorable aux traditions juives et à un nationalisme modéré. C'est ça, la population israélienne. C'est à eux que s'adresse Benjamin Netanyahou. Et en cela, il fait de la politique, effectivement, parce que la politique, c'est l'art de gérer la société. La vie de la cité. Dror, une réaction à ce phénomène dont on a souvent parlé ici sur ce plateau. D'un côté, les Israéliens, d'un autre côté, les Juifs. Et entre les deux, peut-être, ce dont parlait Maurice, les traditionalistes. Alors, je me présente, moi je suis judéo-israélien ou israélo-juif. Alors j'aimerais qu'on dépasse un petit peu ces catégories. Alors première chose importante même, il ne s'appelle pas Eyal Berko, il s'appelle Eyal Berkovitz. Non, mais l'émission s'appelle Berko. Oui, mais lui s'appelle Eyal Berkovitz et j'ai vu le sous-titre et il était donc un petit peu de respect pour les noms de famille des gens. C'est pas si important que ça, mais tout de même, je rétablis un paysage médiatique israélien, on l'appelle Berko quand même. Il s'appelle Eyal Berkovitz. Oui. Deuxièmement, moi, ce qui m'a vraiment gêné, tous les sondages que cite Maurice, effectivement, correspondent à la réalité. C'est très clair, la société israélienne a évolué vers davantage de traditionnalisme, vous voulez, et cette espèce de centre ou de majorité traditionnaliste, elle n'a pas véritablement d'incarnation politique, hein, c'est ce que tu disais, et c'est vrai. Maintenant, ce qui m'a gêné le plus dans ce petit échange, c'est lorsque la journaliste Moria Asraf reproche à Eyal Berkovitz de ses propos sur le fait que Netanyahou utilise de plus en plus l'expression « avec l'aide de Dieu »,
Elle lui dit, avec cet argument-là, mais pourquoi? C'est un État juif, donc il est normal qu'ils disent, que le Premier ministre dise, avec l'aide de Dieu. Mais un État juif, c'est pas un État religieux, c'est pas un État qui compte sur l'aide du Tout-Puissant, s'il existe, pour régler ses problèmes. Je veux dire, si les premiers sionistes, ou même avant la naissance du mouvement sioniste politique, les Juifs continuaient de ne penser qu'en fonction de cette aide divine qui viendra ou qui ne viendra pas, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. C'est très clair. Donc il faut tout de même remettre les choses. Un État juif, ce n'est pas un État religieux. En tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'il ne va pas le devenir, parce que il y a tout de même une minorité encore assez importante qui ne croit pas en la divinité et qui n'est pas moins juive que les Moria Asraf, les Arié Deri, etc. Daniel, un instant, on laisse Daniel réagir et après on viendra vers Maurice. C'est important ce qu'il a dit, Maurice, parce que quand on le replace dans le contexte des 2 semaines que l'on vient de vivre, je crois, et je l'ai dit sur cette antenne ici, au milieu de la guerre, je crois que ces 2 semaines que l'on vient de vivre, on a parlé de la guerre des 12 jours par rapport à la guerre des 6 jours, eh bien ces 2 guerres, la guerre des 6 jours et la guerre des 12 jours, elles ont été le reflet d'un changement à chaque fois dans l'approfondissement du caractère de la judéité de l'État d'Israël. Mais ça, laisse-moi parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que au moment de la guerre des 6 jours, lorsque le Kotel a été libéré en 67, eh bien, même les plus laïcs ont senti un réveil, réveil spirituel. Eh bien, ici, pendant ces 15 jours, même les plus laïcs ont senti un réveil. Alors peut-être pas d'Aurore, hein, non, peut-être pas d'Aurore, mais on sentit un réveil. Laisse mon aspect personnel de côté. Mais on sentit un aspect spirituel dans cette guerre. On sentit un réveil spirituel dans la mesure où, quand on voit, et c'est Ben Gurion qui disait, celui qui ne croit pas au miracle dans l'État d'Israël n'est pas réaliste. Eh bien, on peut aligner une liste longue d'événements qui se sont produits ces 2 semaines qui sont de l'ordre du miracle. Non, qui sont de l'ordre de la performance des services de renseignement. Non, alors là, c'est la différence entre toi et moi. C'est la différence entre toi et moi. Reste rationnel, mais sache aussi qu'il y a de moins en moins d'Israéliens qui sont rationnels comme toi, et il y a de plus en plus d'Israéliens, et il y a de plus en plus d'Israéliens qui croient en Dieu. On vous entend pas quand vous parlez en même temps. Il y a de moins en moins d'Israéliens qui sont rationnels comme tu l'es. Il y a de plus en plus d'Israéliens qui se disent effectivement les événements que l'on vit aujourd'hui, ce sont des événements de l'ordre historique, même de l'ordre biblique, qui s'inscrivent dans l'histoire du peuple juif et qui ont un caractère miraculeux. C'est miraculeux. Réponse rapide de Dra. Si demain ou après-demain on apprend que les Iraniens ont préservé une quantité suffisante d'uranium enrichi et de centrifugeuses pour pouvoir fonctionner une bombe, où seront les miracles? Et c'est pas du tout impossible ce scénario, malheureusement. Conclusion de Maurice. Ça n'empêchera pas. Je vais répondre à Dror. Il y a une différence fondamentale entre un État théologique et un État juif. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi une différence fondamentale entre cet État juif et démocratique, selon la déclaration d'indépendance, et une population de traditionalistes. Moria, je l'appelle comme ça, Moria Asraf, elle pose la question à Berko, c'est comme ça que je l'appelle. Et quand tu me poses la question comment je vais, je réponds avec l'aide de Dieu. Elle n'est pas religieuse. C'est une culture. C'est pas étonnant que ce livre s'appelle Une révolution culturelle en Israël. C'est ce que nous avons vécu ces dernières années. Il faudra bien l'admettre. Ça n'a rien à voir avec la judéité de l'État. Rien à voir avec une religion. Avoir une attitude culturelle. Juste pour la petite histoire, Benjamin Netanyahou, avant à la veille de l'opération, est allé au Kotel, au mur occidental. Il a mis le talit et il a fait une prière. Et il fait la même chose après. Il y a une petite histoire qui raconte que lorsque le cabinet restreint a pris la décision d'envoyer les avions vers Téhéran, les 200 avions en même temps vers Téhéran, les ministres ne pouvaient pas sortir parce qu'il fallait garder le secret, et le secrétaire général du gouvernement a distribué des livres de Tehillim, de psaumes de David, et les ministres, toutes tendances confondues, se sont mis à lire les Tehillim. Et c'est pour ça que l'opération a réussi. C'est formidable.
ça c'est toi qui rajoutes, mais moi, d'abord, sache qu'il y a des gens, ce que tu dis, sache qu'il y a des gens, Dror, qui pensent comme ça. Respecte-les, surtout que sachez qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme ça. Respectez-les. Mais surtout qu'ils sont dans la... Considérez qu'ils existent en Israël et que 80% des pilotes, et ça je le sais de sources sûres, ne pensent pas comme ça. Les pilotes ne pas les pilotes culturels, je ne parle pas de religion. Merci, messieurs, puisqu'on peut mettre derrière ce Dieu, justement, ce que chacun voudra entendre. Grâce à Dieu, on a fini cet item. Allez, on continue à présent avec l'aide de Dieu, pardon. Avec deux éléments dont on n'a pas parlé parce que c'était la guerre, dans la guerre, mais elles ont retenu l'attention de... Parce que le diable est dans les détails et que vous vouliez nous parler, Dror, de deux choses dont on n'a pas suffisamment parlé pendant cette guerre et pour cause, nos yeux étaient concentrés sur autre chose. Ouais. Racontez-nous. Alors Israël a donc vécu 12 jours de confrontation avec l'Iran. A priori, c'est un succès éclatant en termes opérationnels, militaires et diplomatiques. Bravo donc aux services de renseignement, à l'armée de l'air et au leadership du pays. Et au bon Dieu. On aurait pu espérer qu'au cours de cette période, ce même leadership allait mettre de côté tout ce qui divise la société, les projets, les dispositions qui dressent les Israéliens les uns contre les autres, qui préoccupent la moitié au moins des Israéliens concernant l'avenir démocratique du pays. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. La semaine dernière, 2 Israéliennes manifestaient pour la libération des otages et la fin de la guerre dans la bande de Gaza, en l'occurrence devant le domicile du ministre de l'économie Nir Barkat à Jérusalem. Eh bien, cela leur a valu d'être arrêtées par la police sous les yeux de leurs enfants, d'être conduites menottées au commissariat et d'y être, tenez-vous bien, contraintes de se déshabiller pour y subir un interrogatoire sans qu'à aucun moment les policiers ne justifient leur attitude. Les 2 femmes ont été libérées, mais après avoir vécu une expérience traumatisante, humiliante, qu'absolument rien ne justifie. Fort heureusement, me diriez-vous, ces policiers seront certainement rappelés à l'ordre, voire sanctionnés après une enquête de la police des polices. C'est son rôle, on peut l'espérer. Mais figurez-vous que presque simultanément à ces arrestations, eh bien, la Knesset discutait en commission d'une proposition de loi d'un député Likoud, proposition soutenue par la coalition et dont l'objet est de transférer l'autorité de tutelle de la police des polices, justement. Si cette loi est adoptée, cette police des polices ne dépendra plus du parquet, institution indépendante par définition, mais directement du ministre de la Justice. Ce serait une tentative de plus de remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs et la porte ouverte à bien des abus, parmi lesquels des interrogatoires policiers traumatisants et humiliants d'Israéliennes et d'Israéliens qui ne font qu'exercer leur droit le plus strict en démocratie, à savoir manifester. Je termine tout de même sur une note positive. Parce que je refuse d'imaginer que cette loi sera adoptée et je ne me résous pas à penser que des policiers israéliens continueront de se comporter de cette manière. Tout simplement parce que je crois en la résilience de la démocratie israélienne. Mais j'aimerais tout de même que le gouvernement et la police cessent de mettre à l'épreuve presque en permanence mon optimisme et celui de nombreux Israéliens, surtout en période de guerre. Merci Dror. Maurice, une réaction à ce qui vient d'être dit. Pas grand-chose à dire. On peut dénoncer effectivement l'attitude de la police chaque fois qu'il y a des débordements. Ouais, ça chaque fait beaucoup. D'accord. Ces derniers temps, ça se multiplie. Et, encore une coïncidence, depuis qu'un certain Itamar Ben-Gvir est à la tête du ministère de la Police. Mais c'est une autre coïncidence. Il y en a beaucoup en ce moment. Donc on ne peut que dénoncer les violences policières et les débordements. Pour rien à rajouter. Ce qui me désole. Dror, t'as pas autre chose à nous raconter? Oui. Ça c'est vrai. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir. Vivre 12 jours. On n'a pas le droit d'avoir un moment. Oui. On n'a pas le droit d'avoir un moment de soulagement, un moment d'euphorie. Non, il faut en rester. Attends, laisse-moi finir. On n'a pas le droit de se livrer un peu à l'euphorie, à se dire on a réussi une opération contre l'Iran. Non, il faut chercher la petite bête. Attends, s'il te plaît. Il faut besoin d'avocat. Il faut absolument chercher ce qui ne va pas. Pourquoi tu dénonces pas aussi ce colon de 14 ans qui est dans le coma à l'hôpital parce que l'armée lui a tiré. Dans le coma, il est blessé légèrement. Non, il a reçu une balle dans l'épaule et dans la gorge. Ok, il a passé 24 heures dans le coma à l'hôpital. C'est pas qu'il a été dénudé et sorti avec des menottes. Non. Pourquoi tu ne dénonces pas aussi ces violences-là? Les violences, les extrémistes contre l'armée israélienne. C'est eux qui ont tiré à balles réelles sur des soldats.
Mais non, je te pose la question. Combien d'adolescents palestiniens ont été tués parce qu'ils lançaient des pierres? Alors ce mec-là, ce gamin-là, justement, lancé une pierre? Non, certainement pas. Il ne faut pas tuer les lanceurs de pierres palestiniens. Il faut simplement les mettre hors d'état de nuire. Ça signifie pas. D'accord. Donc tu peux quand même dénoncer utilisation abusive de la violence. Oui, du côté des extrémistes parmi le mouvement des implantations, parce que c'est ce qui s'est passé. Ils ont étranglé un soldat israélien en charge de leur protection. Tout de même. Personne n'a été blessé. C'est un mythe. On va laisser Daniel réagir, Dror, s'il vous plaît. À ce que tu as dit, juste l'euphorie est dangereuse. On ne sait pas véritablement à l'heure qu'il est si véritablement le programme nucléaire de l'Iran est détruit pour toujours. Malheureusement, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc se méfier de l'euphorie en toute. Dror, je voudrais laisser la parole à Daniel. Et deuxièmement, mais j'insiste là-dessus. Très vite. Non, c'est pas parce qu'on a réussi une opération militaire brillante qu'il ne faut pas s'intéresser à notre démocratie et à ce qui la menace de l'intérieur. Merci Dror. Daniel, rapidement, 40 secondes. Parfois j'ai un peu de peine, parce que je constate, je regarde, même pendant ces 12 jours de guerre, je regarde sur les sites, sur les réseaux sociaux, etc., je vois que les opposants, les porte-drapeaux de la protestation, de Balfour, eh bien, ils sont toujours à la recherche de ce qui ne va pas. Et jamais dans une capacité de s'élever, même à certains moments clés. L'opposition a approuvé l'opération militaire en Iran. Mais je te dis, c'est précisément essaye de voir le bien dans ce pays, sinon tu vas avoir beaucoup de mal à continuer à y vivre. Mais Daniel, si tu vois tout ce qui est mauvais, j'ai dit tout à l'heure, si tu vois tout ce qui est mauvais, comment tu vas continuer à supporter ce pays? Allez, on va continuer, Mais en tant que journaliste, notre job, c'est de montrer ce qui ne va pas également. Je dis pas le contraire, mais il y a des moments pour ça, il y a des moments pour ça. Merci beaucoup, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour de nouvelles infos. Une belle soirée.